Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la lecture et interprétation des textes ayurvédiques qu'on fait dans la traduction et des formations de Mateusz Macedo, le premier médecin ayurvédique à avoir fait, le premier brésilien à avoir fait les études universitaires d'Ayurveda en Inde. Donc c'est une formation pour les personnes qui sont déjà un peu plus avancées, qui cherchent à approfondir les connaissances en Ayurveda ou qui sont tout simplement passionnés de l'Ayurveda. Parce que là, c'est une formation qui a débuté depuis pratiquement 3 ans et qui demande beaucoup d'investissement, même s'il est gratuite. Donc sur cette introduction, donc si vous pouvez jeter un coup d'œil si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, mais si ça vous semble trop avancé, n'hésitez pas à regarder les autres choses qu'on a sur la chaîne Ayur Nature parce qu'on a beaucoup de contenu aussi pour les débutants. Voilà, c'est parti. Agadirogan satatanushaktan sheshakaya prasrutana sheshan autsukya moha ratidanjakhana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de Vidoveda Samhita sur la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui, on va continuer notre lecture de l'Ashtanga-hridayam Sutrasthana chapitre 4, le chapitre de Roga Ruptadanya. Tout va bien, bienvenue à tout le monde qui arrive là. Les nerds des Samhitas qui arrivent. On va commencer. Donc dans notre rencontre de la semaine dernière, on a lu... Oh mon Dieu, on a déjà beaucoup lu. On a lu jusqu'au shloka 20. Donc on a lu jusqu'au shloka numéro 20. Et on a commencé le 21. Et on a parlé un petit peu de qu'est-ce qui se passe quand vous supprimez le besoin d'éjaculation. Donc on a déjà vu qu'est-ce qui se passe quand on va inhiber le vomissement. Je vais essayer ici d'enlever de l'air mon télégramme parce que sinon ça va rester à faire du bruit tout le long de la séance. Donc la première moitié du shloka 21, 20 et 21 on a déjà commencé, et là on va faire la deuxième moitié du shloka 22, 21. Et je vous ai demandé de translittérer les shlokas 22 et 23. Et donc je suis un peu pressée aujourd'hui. Donc je vous demande d'être patient aujourd'hui avec moi. Donc on va essayer d'agiliser un petit peu notre lecture. Bonjour Fabienne, bonjour Michel, bonjour Sonia. Donc c'est bien. C'est bien de commencer à accompagner en live. Donc pour moi, la formation des 4 piliers de la santé, tout le monde doit être ici. Il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre l'Ayurveda que d'être ici. Marcos Fabio, bonjour. Vous rentrez, vous pouvez laisser votre like ici. Donc vous êtes 5 personnes online et il y a 15 personnes online et il n'y a que 5 likes. Donc je vous donne cette formation complètement gratuitement. Vous êtes de 4 coins du monde à suivre cette formation et vous ne laissez pas votre like. Donc s'il vous plaît, laissez votre like dans la vidéo. Bonjour Ricardo Barreto de Way of Ayurveda. Donc on va voir ce que disent ces shlokas. Les gens de hashtag F4P, la formation, soyez les bienvenus. J'espère que tout va bien. Allez-y, commencez à mettre votre like. Merci beaucoup à tous d'être présents ici. Robson, bonjour. Leila Sauze. Donc, le devoir, une question. La fumée thérapeutique, elle ne pourrait pas augmenter le vata.
Pas nécessairement. Ça dépend de quel est l'élément que tu es en train d'utiliser. Donc, Juksha, comment on peut le comprendre pour libérer le vomissement? Et en effet, ça c'était notre question de la semaine dernière, et ça on peut l'interpréter des deux façons. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Sruti, est-ce que ça peut être considéré une donation de sang? Non, ça peut être pas considéré comme une donation de sang. En général, parce que la donation, pour une donation de sang, la quantité qui est retirée est très... Parce que la quantité retirée pour une donation de sang, c'est une grande quantité, et la quantité de sang qui est retirée pour faire une rakta mokshana, c'est une petite quantité. Donc c'est des quantités qui sont très 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 différentes. Donc enlever du sang. On va arriver là beaucoup plus dans le futur, dans le chapitre sur le Rakta Mokshana. Donc on va apprendre que le fait de retirer du sang pour le Rakta Mokshana, c'est une quantité de sang très très petit. C'est un tout petit peu de sang très localisé qu'on retire de la personne. Je ne suis pas une bonne personne pour parler de ça parce que je ne suis pas chirurgien ayurvédique. L'Ayurveda, et elle a aussi beaucoup de spécialisations ayurvédiques. Et donc, ceux qui sont spécialisés dans les thérapies de Rakta Mokshana, ce sont les chirurgiens. Et moi, je suis plus dans la médecine interne. Donc, je ne suis pas spécialisée là-dedans. Maintenant, quand vous retirez du sang, quand quand vous faites une donation de sang, vous enlevez autant de... quand vous faites une donation de sang, vous retirez tellement de sang qu'en réalité, dans la vision ayurvédique, vous aggravez beaucoup le vata. L'ayurveda, ce n'est pas contre enlever le sang, mais les effets vont être complètement différents, ok? La vénosuction qui ont fait en ayurveda se passe dans des localisations très spécifiques. Quand on veut enlever le sang qui est accumulé dans un endroit précis, donc, ce fait d'enlever le sang, il y a une fonction qui est un peu plus topique, en fait, liée. Ça peut avoir une liaison avec l'action générale, mais en général, c'est une action plus topique. Et la quantité, c'est toujours plus petite. Donc, il y a peut-être cette erreur qui se fait en Ayurveda. Donc, tout le monde doit faire un Rakta Mokshana. C'est pas tout à fait comme ça. Et que Rakta Mokshana, c'est la même chose que donner du sang, et c'est pas la même chose. Vous pouvez donner du sang et que ça ait un effet thérapeutique dans votre corps. C'est possible, oui, c'est possible. Mais les concepts, les bases sont complètement différents. Je ne parle pas de contre une chose contre une autre, mais c'est juste que ce sont des concepts différents et on va les utiliser dans des situations différentes. Donc l'objectif, c'est différent. Donc soyez les bienvenus, les nerds, merci pour vos questions. Donc je vais commencer avec la deuxième moitié du shloka numéro 21. Et je vais rappeler ici pour les personnes qui arrivent ici pour la première fois qu'on est dans le chapitre de Rogaruptadanya. Donc c'est le chapitre qui parle des préventions, des choses qu'on doit faire pour éviter d'être trop malade. Et donc jusqu'à présent, on a parlé de la suppression des impulsions physiologiques, des Vegas. Donc pour chaque pulsion physiologique qu'on supprime, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est de ça qu'on est en train de parler. Et donc là, il a listé tous les effets qui arrivent, tous les effets négatifs qui arrivent quand on supprime ses besoins. Et il dit aussi quelles sont les thérapies qu'on peut utiliser si en vague, si une pulsion elle est arrêtée. Donc
par exemple, il nous a dit si vous supprimez le vomissement, qu'est-ce qui se passe? Et après, il nous a dit les traitements à faire en cas d'avoir les conséquences d'avoir supprimé le vomissement. Après, il a parlé de supprimer le besoin, la pulsion éjaculatoire. Et après, il a dit donc toutes les conséquences. Et après, il a dit quels sont les traitements qu'on peut faire si ces symptômes-là ils se manifestent. Supprimer le besoin de faire activité physique. Et quelles sont les thérapies. Voilà, donc il a fait jusqu'à présent. Et maintenant, il va changer un petit peu. Et donc, vous allez voir comment il va changer le ton de la conversation. Voici ce qu'il dit. Truchulartham tyajekshinam vidvamam vegarodhinam. Isso aqui tá... Donc ça, c'est mal écrit en fait. Ça, c'est Schulartam ma Holland. Vous savez pas ça encore, on n'a pas encore appris ça. Mais moi, je le sais. C'est un mot qui est incomplet, ok? Donc, on va translittérer ça pour que vous commencez bien. Vous qui êtes des élèves de la série, donc ça c'est l'épisode 121 aujourd'hui. Donc pour ceux d'entre vous qui sont des élèves de la formation, vous savez que vous auriez dû déjà translittérer. Donc ce que je vais faire maintenant de translittérer, vous devez comparer avec la propre translittération que vous avez fait déjà à la maison. Trut, trut, tra, shu, lartam, tiajet, ksha, shi, anam, tiajet, shinam, vidvamam, vega, rodhinam. Vegarodhinam. Beleza. Então esse é o shloka. Donc ça c'est la deuxième moitié du shloka 21. Donc il a changé le ton. Donc c'est très clair que le ton est complètement différent. Avant, il était en train de parler des impulsions qu'on ne doit pas supprimer, comment traiter. Et maintenant, il change complètement du ton. Kshinam, vidvamam. Então ele está... Donc il dit une série de symptômes au effet. Trut signifie la soif. Schulartam, c'est la douleur. On ne sait pas encore qu'est-ce qui est en train de se passer quand on est en train de lire le shloka. Donc il dit soif, douleur, beaucoup de soif, une grande soif, une grande douleur, beaucoup de douleur. Kshinam, c'est quand la personne elle est très maigre, quand elle diminue de taille. Et là, on utilise le verbe tiajet, et vous connaissez déjà. Signifie que ça ne devrait pas être fait. Dans le chapitre 2, 3, on utilise beaucoup ce verbe tiajet. Donc, soif, un excès de soif doit être évité. Douleur, une personne très maigre. Vit vient de sel et vamam signifie vomissement. Donc une personne qui vomit des selles. C'est un symptôme d'une réversion de mouvement péristaltique et ce qui fait que la personne est en train de vomir ses selles. Vegarodhinam. Vega, ce sont les pulsions physiologiques qu'on est en train d'étudier. Et rodhinam, c'est le blocage de ces besoins physiologiques. Donc comme c'est écrit en poésie, l'ordre des mots, c'est un peu bizarre. Donc on va essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire. Donc, quand il y a beaucoup de soif et de douleur, il doit être évité. Une personne qui est très maigre, une personne qui est en train de vomir des selles, vegarodhinam, une personne qui
a une tendance à supprimer ses besoins physiologiques. Qu'est-ce que ça signifie pour le corps? Si on devrait réorganiser ça, et très souvent en sanskrit on doit faire cette réorganisation des mots, on prend une poésie comme ça et on doit la réorganiser. Et si c'était une poésie en portugais ou en français, on aurait dû faire la même chose. Donc c'est pareil si on écoute une poésie en portugais, le verbe, le sujet, tout est dans le mauvais endroit. Et donc c'est la même chose ici. Donc on sait que Kshinam, Vidvanam et Vegarodinam, on connaît le changement grammatical en sanskrit. On va étudier ça dans le futur. Donc si on ordonne ça, je changerai différemment. Vegarodinam Tiaget. Que isso significa? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une personne qui a beaucoup de douleur, une personne qui a beaucoup de soif, une personne qui est très faible, très maigre, une personne qui est en train de vomir des selles. Cette personne, elle a eu la tendance de supprimer ses besoins naturels et Tiaget. Elle ne doit pas être traitée par le médecin. C'est horrible en fait, c'est comme si on rejetait le patient. Oui, en fait en Ayurveda, il y a des recommandations très claires sur le type de patient qu'on doit rejeter en fait, qu'on ne devrait pas traiter. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il montre un cas d'un patient qui est incurable, absolument incurable. On a 4 pronostics dans l'Ayurveda, on a déjà expliqué les 4 dans le chapitre 1. Et le dernier des 4 pronostics, c'est le patient qui est absolument incurable. Et l'Ashtanga-Hridayam, quand il écho le Charaka Samhita, il dit que quand on a une personne qui est absolument incurable, on ne doit pas intervenir. Donc ce patient, comme il est déjà arrivé dans un point qui est terminal, il n'y a pas quelque chose que le médecin il peut faire. Quand il y a quelque chose, quand le médecin il peut plus rien faire pour le patient, la recommandation des samhitas c'est que le médecin il ne fasse rien et qu'il ne traite pas la personne. Pourquoi? Comme la personne elle va pas pouvoir être traitée, si le médecin il essaye de le traiter, il va échouer et ça va finir avec la morale du médecin. Et avec la morale de lui-même, mais surtout avec la morale dans le village, dans les personnes qu'il traite. Donc il va perdre de la crédibilité. Donc normalement c'était un médecin de la royauté. Donc s'il s'occupe d'un cas et que le cas il n'est pas bien résolu, ça va tacher l'image de ce médecin. Donc les samhitas, pour éviter cela, ils disent quels sont les cas qui ne doivent pas être traités. Donc ça, c'est pas la même mentalité qu'on a aujourd'hui, heureusement. Donc ça doit être adapté à ce qu'on a aujourd'hui. Donc si moi, personnellement, si je prends un patient qui est dans ce scénario-là, ces scénarios-là, est-ce que je fais Tiajet avec lui? Est-ce que je le vire? Non. Moi, personnellement, je ne fais pas ça. Qu'est-ce que je fais? On fait des soins palliatifs. Donc, on va traiter cette personne en lui donner le maximum de confort qu'on peut donner pour qu'elle puisse avoir la meilleure fin de vie possible. On ne va pas la laisser de côté parce que ça serait une violation des droits humains, je ne sais même pas. Mais dans d'autres temps, à une autre époque, où le scénario du médecin, c'était le médecin des rois, et donc on a tous ces préceptes aussi en Ayurveda de protection du médecin. Ok? Est-ce que c'est clair? Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire ici qui est important pour vous? Bien sûr que ça c'est un livre de médecine pour entraîner des médecins, mais on peut déjà observer certains symptômes du patient qui sont au-delà de la guérison. Donc le grand
le grand signal qui montre que la personne est au-delà de la guérison, c'est quoi qui nous voit ça? C'est beaucoup de douleur, c'est la soif? Non, c'est pas ces symptômes-là. En fait, c'est qu'il a beaucoup de douleur et qu'il est très maigre, il est en train de vomir des selles. Donc il y a une inversion de l'ordre naturel du péristaltisme qu'il a. Et il est très maigre. Donc la tendance naturelle de ce patient, c'est qu'il va pas, elle va pas pouvoir retenir des aliments. Son acné, il est complètement détruit. Et comme il est déjà trop maigre, on ne va pas réussir à le nutrir. Donc il ne va pas réussir à se récupérer de la maladie en fait. Donc il y a une aggravation de Vata qui est très importante, à ce point où il y a une inversion du mouvement de Vata, parce que les selles doivent sortir par en bas et pas par en haut. Et donc c'est un état tellement grave. Donc je ne sais pas si vous connaissez le mouvement péristaltique, mais c'est le mouvement naturel du corps où l'aliment il progresse du haut vers le bas et après les selles elles sortent vers l'anus. Quand la personne elle vomit les selles, c'est qu'il y a une inversion complète du mécanisme péristaltique de la personne. Donc elle a un processus qui est complètement inversé. Donc le médecin il n'a même pas quoi faire dans la logique ayurvédique. Qu'est-ce qu'un médecin aujourd'hui il ferait? Peut-être qu'il allait faire une alimentation parentérale avec un sérum et il allait l'alimenter d'une autre façon. Et dans une deuxième temps, il aurait pu intervenir. Donc, c'est quelque chose qui se ferait aujourd'hui en allopathie. Donc, vous voyez comme c'est intéressant que pas toujours l'Ayurveda a la réponse à tout. Donc ça, c'est la réalité de l'Ayurveda. Beaucoup de personnes idéalisent de trop l'Ayurveda. Il y a beaucoup de cas comme celui-ci. Donc ce cadre ici, dans le cadre de l'Ayurveda, il ne pourrait pas être soigné. Donc probablement un médecin allopathe, il saurait quoi faire dans ce cas-là. Il aurait fait peut-être une alimentation parentérale, etc. Et faire la suite pour que cette personne puisse survivre. Donc des fois, on peut vraiment essayer d'idéaliser beaucoup trop l'Ayurveda, mais ici on voit que l'Ayurveda elle a ses limites et c'est bien décrit. Ricard Barreto, j'arrive pas à faire la translittération correcte. Mais ici dans mes summits, c'est Truchula. Oui, c'est exactement Truchula. C'est moi qui me suis trompée. Désolé, Ricardo. Alexandre Zacharias. Merci beaucoup pour votre présence. Vomir des selles peut être un symptôme de maladie mortelle. Oui, ça peut être un symptôme de maladie mortelle. C'est pas nécessairement un symptôme de maladie mortelle, mais ça peut l'être. Donc voilà pour la première shloka du shloka 22. Voilà. Então vamos transliterar. Donc on va translittérer cette partie. Rogar sarvepi jayante Roga sarvepi jayante vego di rana dhara naihi Roga jayante vego dhirana dhara naihi. Donc il continue. À nouveau, on est déjà sorti de l'idée des Vegas, de qu'est-ce qui se passe quand on supprime les Vegas et quels sont les traitements. En pratique, il est déjà vers la fin du chapitre. On est déjà dans le shloka 22, on va finir le 23. Donc ce chapitre, il va être assez rapide. Il est déjà en train de partir vers les considérations finales de ce chapitre. Donc il dit
Ah, são Rogaha, ce sont toutes les maladies. C'est le pluriel des maladies. Sarvepi, sarvepi, c'est un sandhi. Donc celui-ci, c'est le avagraha. On a déjà parlé de ça. Il y a le E, il y a le sarve et le epi. Sarve. Sarve api. Donc ça devient sarvepi. Donc sarve signifie toutes, roga les maladies. Donc il y a deux choses qui sont responsables pour toutes les maladies. La première chose, udirana. Udira. Udirana. Vega udirana. Ça c'est vega. Et udirana. Dharanaihi. Vous vous rappelez du A et le OU. On a déjà vu ces sandhis. Et donc maintenant, je vais insister un petit peu avec vous. C'est important que vous ayez cette habilité petit à petit d'identifier les sandhis. Identifier qu'il est en train de parler de Vega. Udiranam. Vega udirana dharana. Qu'est-ce qu'il dit? Vegodirada. Le mot odirana et le mot dharana. Odirana et dharana, ce sont des mots déjà très utilisés dans ce chapitre. Dharana signifie quand on supprime quelque chose, quand on réprime quelque chose. Et le mot odirana, c'est quand on force quelque chose. Quand on force quoi? Le vega. Donc vega, odirana, dharana. Les besoins physiologiques, quand ils sont forcés ou supprimés, rogaha, sarvepi, toutes les maladies arrivent. Donc toutes les maladies sont dérivées du fait de forcer ou de supprimer les vegas. Donc ça, cette phrase, c'est le shloka que vous devez mémoriser. Si vous voulez mémoriser rien d'autre, ça c'est le shloka que vous devez mémoriser. Donc vous devez le lire 3 fois. Jayante vego dirana dharanaihi, vego sarvepi jayante vego dirana dharanaihi, vego sarvepi jayante vego dirana dharanaihi. Então vega sarvepi. Donc toutes les maladies arrivent de vego dirana dharana. Donc le fait de forcer ou de supprimer les besoins physiologiques. S'il y a une doute sur ce chapitre, c'est ce shloka-là qu'il faut retenir. Donc là, il va continuer. Il va expliquer un peu plus dans le détail ce qu'on a déjà fait. Donc j'ai pris les idées d'ici, du reste. Donc on va continuer. Je vais voir s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Robson. Une collègue de ma femme, elle a eu ce problème avec des selles. Ça fait partie. En fait, le fait de vomir des selles, c'est pas le seul symptôme qu'il parle. Il parle de ça, de kshinam, de trukchularnam. Il faut que toutes ces choses, elles se passent. Il faut qu'il supprime les besoins. Il faut qu'il soit amaigri. Il faut qu'il aille la soif. Et qu'il faut qu'il y ait beaucoup de douleur et qu'il vomisse ses fesses. Donc c'est selles. C'est pas le seul symptôme, le vomissement des selles dont on parle. Donc question de Karl. Cette maladie, elle est passée par plusieurs étapes pour arriver dans ce niveau? Oui. En fait, ça c'est un stade de maladie. Pour faire ça, elle a dû faire Vegarodinam.
supprimer les besoins physiologiques pendant longtemps, jusqu'à perdre les tissus corporels, jusqu'à avoir beaucoup de soif, beaucoup de douleur. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus très long. Et la personne, elle s'est manquée de respect à elle-même. Et ça arrive à un point où il n'y a plus rien à faire, en fait. Donc ça, c'est très complexe et c'est dérivé de quoi? De la suppression des végas. La suppression ou le fait de forcer les végas. Et donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va continuer. Donc on va voir le shlok 23. Donc 22 et 23. Nirdishtam sadhanam tatra bhuishtam yetu tan prati tataschanekadha prayah pavano yat prakupyati annapanaushadham tasya yunjata tonulomanam. Tá faltando, de novo, erro de... C'est un nouveau, une erreur de digitation ici. On va translittérer ici, pour que vous ayez la notion. Il va donner un résumé de la physiologie ayurvédique maintenant. Donc ça va devenir noir sur blanc, ou blanc sur noir. Tam sadhanam tatra nirdishtam sadhanam tatra bhu ishtam bhuishtam ye tu tan prati. 22. 22. Tata shchane kadha praya pavano yat prakupyati anapano shadham tasya yunjitato nulo manam. Gente, eu me enrolo às vezes com essa... Parfois, j'arrive pas trop à faire la translittération, mais je ne translitère jamais dans ma vie en fait. Je le fais que pour vous. Moi, je fais du sanskrit direct. J'ai même pas besoin de cette translittération. Donc, je le fais juste pour vous faciliter la tâche. Et du coup, c'est des fois pas évident pour moi de faire la translittération. Ok, donc toutes les maladies sont dérivées de la suppression ou le fait de forcer les besoins naturels. Tamietu tan prati chaneka da praya pavano yat prakupyati anapanaushadham tasya yunjitato nulomanam. Então, Donc maintenant, il est rentré dans une idée de vouloir expliquer, mais en approfondissant sur la cause physiologique. Donc il utilise le mot nirdishtam. Donc ça a été démontré. Sadhanam, c'est quelque chose qui amène à autre chose, à quelque chose. Bhuishtam, c'est beaucoup de chiffres, très nombreux. Prati, c'est quelque chose qui est semblable. Istamietu tam prati. Donc c'est comme si je vous ai listé une variété de maladies qui sont causées pour la suppression et pour le fait de forcer les besoins naturels. Et donc, on a vu comment on traite de nombreuses maladies, de nombreux cas et maladies. Celui-ci, le Yetutan,
en vérité, il parle de ces maladies qui sont générées par la suppression ou la forçation ou le fait de forcer les besoins naturels. Donc, en gros, cette deuxième moitié du shlok, il dit, je viens de lister de nombreux cas de maladies et je viens de lister quoi faire avec ces maladies. Basiquement, c'est ça qu'il dit. Prayaha pavano yat prakupyati. Et ici, c'est un point que je vous ai déjà dit plusieurs fois. Mais la faute est à qui? La faute est de Pavanaha. Pavana. Celui-ci, Pavano, c'est qui? Pavano yat prakupyati. Ce gars ici, c'est à cause de lui, de ce Pavano, qu'il y a tout qui se passe. L'excès. Prakupyati. L'aggravation. Qui peut me dire ici dans le commentaire? J'attends dans les commentaires la réponse. Anekada. Anekada, c'est pas juste une chose, c'est plusieurs choses. Il y a plusieurs choses différentes qui peuvent se passer à cause de celui-là qui est qui? C'est le Vata, exactement. Ricardo Barreto, tu as bien répondu. Donc quand il y est, c'est anekada, c'est pas une chose qui se passe, c'est une variété de choses qui peuvent se passer quand on a le Vata aggravé. Et le mot praya, pavanaha, c'est un mot qui est très intéressant. Praya, ça signifie excès, mais ça signifie aussi quelque chose qui t'amène dans la direction de la mort. Donc, je sais que une chose n'a pas vraiment un lien avec l'autre, mais dans le sanskrit, ça peut avoir les deux sens. C'est la beauté de la chose. Ça, c'est une caractéristique très belle du Vagbhat, spécifiquement. Le Vagbhat, c'est vraiment un poète. Parce qu'il écrit tout en poésie, et il y a des extraits qui sont des expressions, des explications ayurvédiques qui sont très très belles. Donc ici, il dit Pavana, c'est un synonyme du mot Vata, du mot air, Vayu. Donc Pavana signifie le Vata aggravé. Mais le mot Prayaha, donc Prayaha Pavano, c'est le Vata aggravé. Mais Prayaha signifie pas seulement le Vata aggravé, mais Vata aggravé dans ce cas signifie qu'il t'amène dans la direction de la mort. Donc il y a un sens poétique très incroyable et qu'il n'y a que Vagbhata qui arrive à faire ce genre de choses. Donc il est anekada quand le pavana, quand le Vata il est aggravé. La nature de cette aggravation, il est en train de passer un avion, je ne sais pas si vous entendez. Il est très versatile. C'est pas juste une chose qui se passe. Il y a des millions de choses qui se passent quand le Vata il est aggravé. Et donc il a donné des exemples et des exemples ici. Donc quand vous supprimez le besoin de vomissement, qu'est-ce qui se passe? Le Vata il aggrave. Quels sont les symptômes? Donc là, il a listé. Quand vous supprimez le besoin de faire pipi, qu'est-ce qui se passe? Vata aggrave. Quels sont les symptômes? Et il a dit tac, 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 tac. Donc, à n'importe quelle suppression de Vega, il y a le Vata qui s'aggrave. Mais les symptômes sont complètement différents. Donc, le même facteur, le Vata aggravé, peut générer une série de symptômes différents. Donc, au moment qu'on a le Vata aggravé, il va générer une multitude de facteurs différents. Chaque fois que vous supprimez les besoins physiologiques, vous aggravez le Vata.
Et donc après, il termine le shloka. Yunji tato nulomanam. Então, Yunji tato anulomanam. Quel est le grand problème que j'ai déjà expliqué pour vous? On a deux types de mouvements dans le corps. Le mouvement naturel de Vata dosha, qu'on appelle anuloman. C'est un mouvement qui est naturel. On dit anuloma, il accompagne le loma. Le loma, c'est quoi? C'est les poils. Anuloma, c'est le mouvement qui accompagne le mouvement des poils. Je sais que ça peut sembler un peu confus pour vous, mais ça c'est la logique ayurvédique. Quand on fait une application d'huile sur la peau et que cette application de peau elle est anuloman, elle est faite anuloman, elle est faite dans le sens des poils. Le vata, il bouge dans le corps dans le sens des poils. Donc normalement les poils ils pointent du haut vers le bas. Si on regarde les jambes, dans la poitrine, les poils ils vont du haut vers le bas. Et donc ça c'est le mouvement du vata. De la bouche jusqu'à l'anus, ça c'est le mouvement naturel du vata, du haut vers le bas. Et il y a aussi le mouvement contraire, c'est le pratinolom. Pratiloma, c'est le contraire du loma. Donc si j'ai par exemple ici mon bras et je veux faire une application de huile dans la direction du mouvement du vata, je la fais dans anulomana. Si je veux faire dans le sens contraire, c'est pratiloma. Loma signifie le poil. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Anapanaushadam, anapanaushadam. Qu'est-ce qui signifie anapana et aushadam? Anapana, les choses à manger et les choses à boire. Et aushadam, les remèdes. Donc les aliments, les boissons et les remèdes, tasya, tasya c'est le tat, c'est celui-ci, c'est un pronom possessif. De lui, d'elle, voilà. C'est de la possession en fait. Anulomanam, yunjita. On doit faire anuloman pour résoudre tout ça. Donc, quand le vata il est aggravé praya pavano, le flux naturel du vata, c'est faire anuloman, c'est aller vers le bas. Quand il est bloqué, il peut pas aller dans son sens naturel, donc il revient en arrière et il commence à créer plein de problèmes. Donc, ici le Vagbata il dit tous les shlokas dont j'ai parlé ici, il y a une série de symptômes différents, et tous ces traitements différents, tous ces aliments, toutes les boissons et tous les remèdes que j'ai cités au-dessus, basiquement, ce qu'ils font, ils font anulomana. Ils sont en train de redirectionner et adapter le mouvement de Vata dosha. Est-ce que c'est clair ça pour vous? J'ai expliqué ça tout au long des shlokas pour ne pas avoir besoin d'attendre à arriver jusqu'à ici. Mais basiquement, c'est ça que Vagbata dit. C'est que tous les problèmes qu'on a vus jusqu'à présent sont basiquement des problèmes d'aggravation de Vata dosha. Donc on va arriver dans le shloka. Margasya avarana, qui est o embarré. C'est le fait de barrer le chemin du Vata dosha. C'est la cause principale de tous ces problèmes qu'il a listés ici. Donc, tous ces traitements des aliments et boissons et les traitements que j'ai listés jusqu'à présent, basiquement, ils font quoi? Ils vont faire Vata anulomana. On va redirectionner, aligner le trajet du Vata.
Si vous avez supprimé le trajet de l'urine, vous allez avoir des symptômes de cette suppression. Donc mon travail de Vaidya, c'est de réorganiser le chemin du Vata. Donc je vais te donner des remèdes pour aligner ce chemin, aligner ce flux. Si vous avez fait Vata à Varna, donc qu'est-ce que je dois faire? C'est réencaminer le chemin du Vata. Donc jusqu'à présent, on a parlé des problèmes et des thérapies qui sont en lien, mais toutes ces thérapies, toutes ces boissons, tous ces aliments et tous ces remèdes, ils sont là pour une seule chose, c'est de remettre le Vata sur son chemin, faire Vata Anulomana. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi maintenant s'il y a des questions, sinon je vais passer le devoir. Mon expectative, c'est que vous révisez beaucoup. Donc, on va peut-être arrêter le minute de sanskrit. J'ai plus envie d'avancer dans la grammaire. J'ai confiance que vous avez déjà étudié un petit peu tout ce qu'on a étudié maintenant. Donc, je peux mettre d'autres principes grammaticaux, mais il faut que vous soyez prêts pour ça. Donc, je vais vous donner plus de temps pour revoir ces concepts ici. Et je vais essayer plus d'avancer dans les contenus des samhitas. Donc, qu'est-ce que sont les devoirs ici pour prochain mercredi? Premier devoir, translittérer les shlokas 24, 25 et 26. 24, 25, 26. Translittérer. Vous avez remarqué que je prends de la vitesse. Et on voit 3 shlokas par vidéo. 3 shlokas par vidéo. C'est beaucoup. Et ça va continuer. On va continuer à accélérer. Je vous parle de ça il y a 2 ans et demi. Ça va faire bientôt 3 ans. Je vous donne des devoirs. On a une structure pédagogique très stricte pour vous. Si vous ne suivez pas la structure pédagogique, vous allez être perdu. Parce que ça va devenir de plus en plus compliqué. Je pense que la plupart des personnes elles ont une vision mauvaise de que la Ayurveda c'est simple. Vous avez lu vous avez fait un test du dosha et vous croyez que l'Ayurveda c'est facile, que l'Ayurveda c'est pour n'importe quelle personne. Et c'est pas comme ça. L'Ayurveda c'est compliqué, c'est complexe et c'est pas pour tout le monde. Donc là pour les personnes qui sont dans cette série, c'est pour les personnes qui sont vraiment investies, qui veulent vraiment se perfectionner. Si vous êtes pas perfectionné et que vous n'accompagnez pas vraiment cette série, c'est que c'est pas pour vous. C'est pas grave, vous pouvez voir d'autres choses. Mais ici, je vais vous demander beaucoup d'investissement. Donc pour accompagner cette série, il va falloir travailler. Donc je fais ma partie, mais il faut que vous fassiez votre partie aussi. Parce que sinon, sinon ça reste facile. On va toujours rester en train de parler de alimentation, de Vata Pitta et Kapha, et c'est pas ça en fait. Et ici, j'essaie d'approfondir dans les préceptes ayurvédiques, dans la base en fait, depuis les textes. Donc, je suis en train de faire léger dans le sanskrit avec la translittération. Mais la vérité, c'est que mes gourous, à moi, ils translittèrent pas. Il faut lire, il faut commenter, il faut être là en fait. Donc, il faut qu'on prenne ce rythme. Donc, les vidéos, elles sont gratuites sur YouTube. Donc, je fais ma partie, je vous demande de faire votre partie. Donc, quels sont les devoirs? Numéro 1, translittérer les shlokas 24, 25 et 26. Juste en translittérant toutes les semaines, vous allez commencer à apprendre le sanskrit. Et puis vous allez ça va devenir tellement rapide que vous allez être fort dans ça. Deuxième devoir. Donc les lundis et les vendredis, il faut réviser le cours d'aujourd'hui. Prendre 10 minutes pour réviser la vidéo. Revoir votre cahier. Pas le cours parce que le cours il dure 1 heure. Troisième devoir, tous les jours, vous relisez les shlokas qu'on a vus aujourd'hui.
relire les shlokas dans le sanskrit. Vous déclamez les sanskrit, les shlokas dans le sanskrit. Ça prend environ 3 minutes. Donc 3 fois chaque shloka. Jusqu'à mercredi prochain. Translittérer 3 shlokas pour la semaine prochaine. Revoir ce contenu d'aujourd'hui 2 fois dans la semaine. Et tous les jours, vous devez relire les shlokas qu'on a vus aujourd'hui. Pas besoin de lire rapide comme je fais. Vous pouvez lire lentement. Mais il faut lire. Si vous n'avez pas l'habitude de sampradhan, l'habitude de lire, vous n'allez jamais prendre le sanskrit. Et quatrième devoir, vous devez m'amener une question. Une question du cours d'aujourd'hui, le mercredi prochain. Si vous avez fait la révision le lundi et le vendredi, vous devez amener au moins une question, une curiosité, quelque chose, pour qu'on puisse commenter ici dans le cours. Ici, vous êtes 40. Vous pouvez amener 40 questions. Je vais répondre très rapidement pour qu'on avance. Mais c'est important que la curiosité, elle soit là. Donc, si vous n'avez pas de questionnement, c'est pas que je suis un très bon professeur, c'est que vous n'êtes pas assez critique en fait. Donc, c'est important d'amener des questions pour chaque shloka. Si vous avez de la curiosité, que vous êtes vraiment dédié, c'est important de venir avec des questions. La soif excessive, c'est un déséquilibre de pitta? Oui, sans aucun doute. Donc votre question, c'est bonne. La soif excessive, en général, c'est un déséquilibre de pitta. Pourquoi est-ce que dans ce cas, il parle d'un cas incurable? Parce que les 3 doshas, ils sont impliqués. Je ne suis pas rentrée dans le détail ici sur ça. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans le Chikitsastan. Mais le problème, c'est pour ça que ça rend la maladie incurable, c'est parce que les 3 doshas, ils sont aggravés. Donc, j'ai une question. Dans le premier shloka... Ah, je viens de commencer dans le premier shloka. Ok, merci. Je suis très mauvaise dans le sanskrit encore. Il n'y a pas de problème. Ok, ça va venir avec le temps. Il faut juste se dédier. Question. Les hockey, c'est un problème de vata? Oui, on a déjà parlé de ça. On a déjà parlé de la suppression de l'hockey, etc. On va arriver à une maladie qui est le hika. C'est une maladie qui est très importante dans l'Ayurveda. On va arriver un jour. Observation. Je suis débutante dans le sanskrit. Il n'y a pas de problème. On va y arriver. Question, Robson. Est-ce que les bandes en yoga peuvent aggraver le vata? Oui, ils peuvent. Ils peuvent, le fait de faire ces bandas, ce genre de suppression, peuvent vraiment aggraver le vata. Donc, par exemple, quand on fait une respiration forcée, et une respiration du feu, par exemple, donc il y a beaucoup de pratiques en pranayama qui sont pratiquées dans le yoga. Par exemple, cette respiration du feu où on force la respiration, en fait, on est en train de forcer le mouvement de vata. Donc, normalement, ces pranayama, ils ne sont pas indiqués pour toutes les personnes, au moins dans tous les cas, selon la compréhension en Ayurveda. Donc, si vous recommandez un bastrika pour une personne qui a le vata aggravé, par exemple, ça va aggraver encore plus son vata. La plupart des personnes aujourd'hui, elles ont des problèmes d'excès de vata. Donc si vous faites une suppression, ça serait bon. Si vous ralentissez le rythme, ça serait bon pour la majorité des personnes, parce que la majorité des personnes aujourd'hui a des aggravations de vata. Mais voilà, il y a certaines pratiques qui ont une aggravation de vata, et c'est pas bon ça. Et là, je croyais que mon ordinateur s'était arrêté, mais non, c'était juste comme ça. Ok,
S'il n'y a pas d'autres questions, ça c'était notre épisode de Vidoveta Shamitas est en train de lire le chapitre 4, Rogaruptatanya, tous les mercredis ici dans le YouTube de Vidoveda pour vous. Vous avez des devoirs, faites les devoirs et on se voit mercredi prochain pour une nouvelle lecture. On arrive à la fin de ce chapitre. Merci pour votre présence et au prochain mercredi. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasutana sheshan autsukyam oharati danjakhana yo purva vaidyaya namostu tasmai.